Mon enfant sera fort en maths. Oui, d'accord, c'est sûr. On veut que nos enfants soient forts en maths, nos élèves, nos clients, si on est intervenant. Mais c'est quoi le lien avec la motricité? Parce qu'on est sur Bouger pour grandir. Eh bien, c'est pas moi qui va vous l'expliquer, c'est Capucine Hamdi-Bourgois qui va le faire. Mais c'est qui, Capucine? C'est une ergothérapeute française qui, depuis 13 ans, aide les enfants avec des troubles spécifiques d'apprentissage, particulièrement les maths. Elle est aussi formatrice pour les ergots et les parents sur le même sujet. En plus, elle est très impliquée avec l'Association nationale française des ergothérapeutes et contribue ainsi à faire connaître l'ergothérapie dans différents milieux, les crèches, les maternelles, les écoles. Mais surtout, Capucine vient tout juste de publier un livre aux éditions Solar dont le titre est « Mon enfant sera fort en maths ». Capucine vient nous parler d'une approche d'apprentissage qui mise sur les manipulations et le concret et bien sûr, dans cette optique, va nous présenter plein d'idées d'activités qui ne requièrent rien d'autre que ce qui se trouve déjà autour de nous à la maison ou dans la nature. Alors, si tu travailles avec des enfants de 3 à 10 ans, reste avec nous pour des idées auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé pour préparer ou accompagner en maths les enfants au fil des années. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Capucine, bienvenue. Merci de me recevoir. En tout cas, c'est un super honneur pour moi. D'abord, j'aimerais ça lancer l'épisode en te félicitant pour ton nouveau livre sur un sujet qui est moins couramment abordé par les ergothérapeutes et vient démontrer comment le mouvement aussi peut s'intégrer dans les concepts académiques. En effet, vaste programme. Mm-hmm. Alors, toi, tu es une ergo qui s'intéresse aux maths, justement. Alors, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser en maths? Mais écoute, ça part de loin pour le coup, puisqu'en fait, au tout début de ma pratique en libéral, il y avait beaucoup de plaintes sur la géométrie, puisque c'est vrai que les ergos, on est quand même bien étiquetés, troubles moteurs, troubles praxiques, et ça a un impact sur la géométrie. Et donc, je me suis d'abord beaucoup occupée de la géométrie, et notamment, j'ai fait un bilan aussi pour les ergos sur la géométrie, qui est le Manos, pour ceux qui connaissent. Mm-hmm. Et une fois que j'avais quand même bien bossé ça, je me trouvais que c'était encore bizarre. Il y avait encore des enfants, quand il fallait couper en deux, diviser en deux, séparer, trouver la moitié, trouver le milieu, ils étaient encore perdus. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ouais. S'il n'y a pas de trouble moteur et si on est encore en difficulté là-dessus, bon, c'est bizarre. Ouais. Donc j'ai commencé un petit peu à creuser sur les maths, qui est un vaste sujet pour le coup. Ouais. J'ai commencé à me former. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on commençait à creuser un petit peu chez nos patients certaines plaintes, parce qu'en France, on utilise beaucoup la MCRO, donc ils relèvent les activités problématiques en tout cas. Parce que c'est pas tous des ergos, nos auditeurs. La MCRO, c'est quoi? Un outil intéressant. Alors la MCRO, c'est un outil en fait qui sert à recueillir les activités problématiques chez nos patients en ergothérapie. Okay. C'est surtout utilisé en ergothérapie pour le coup. Okay. Et qui vient de chez vous, je crois, mais comme tout presque en ergo. Oui, le C vient du Canada, modèle canadien. Oui. Voilà. Et donc justement, quand on recueille en tout cas les plaintes de nos patients en ergo et qu'on creuse un peu sur les maths, rapidement arrivent des choses dans les loisirs comme compter les points en jeu de société, lire l'heure aussi. Moi, il y a certains enfants qui m'ont dit « mais j'ai de l'argent de poche, mais je ne sais pas compter combien j'ai d'argent dans ma tirelire ». Comment je peux gérer mon budget, est-ce que je peux dépenser, est-ce que j'ai assez pour dépenser. Donc voilà, tout ça c'était des petites choses en fait au quotidien qui font appel aux maths pour le coup. Donc c'est vrai qu'après je me suis formée et donc j'ai vu tous les impacts
d'un point de vue neurocognitif, pour le coup, pour les maths, et aussi tous les impacts moteurs qu'on peut prendre en charge justement en ergo, pour le coup. Qu'est-ce que tu veux dire, les impacts moteurs, des difficultés académiques en maths ou en général? Alors, de toute façon, on sait que tout est très lié, donc notamment dans le développement de la petite enfance. Oui, Mais il y a en effet, en tout cas dans le développement de base, on va dire, il y a beaucoup de liens entre les maths et le moteur. Enfin, moi, j'en vois en tout cas 2 grands, si tu veux que je développe ça. absolument. Il y a d'abord là, un premier lien, donc développemental pour le coup, Oui. puisqu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, que les compétences en motricité fine, les compétences en dextérité manuelle, l'intégration visio-motrice sont en corrélation positive avec les performances mathématiques. Donc notamment à l'école maternelle, mais aussi au début de l'école primaire. Alors je sais pas trop pour vous, mais en gros, c'est de 3 à 8-9 ans. On voit bien que toutes ces compétences-là sont liées aux compétences mathématiques. Oui, j'ai lu des études canadiennes, québécoises aussi qui abordent ça. Alors, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que plus l'enfant a une motricité fine qui est fonctionnelle ou des capacités visio-motrices, donc ça, c'est quand la main se coordonne à ce qu'elle voit. Par exemple, quand l'enfant découpe ou attrape un ballon. En fait, c'est vraiment lié au déliement des doigts. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard, pourquoi c'est important ce déliement des doigts. Oui, oui. Mais c'est vraiment important, en tout cas pour les maths, pour le développement des mathématiques. Et plus un enfant, en effet, est fort là-dessus, meilleur il sera en maths. C'est vraiment intéressant, particulièrement sur Bouger pour grandir, où on aime ça revoir que le mouvement, c'est la fondation de l'ensemble du développement et à partir de ces grands mouvements, l'enfant explore son environnement, l'espace. Je veux pas en dire trop parce que je pense que tu vas y revenir, mais de se rendre compte que quand on est rendu à un niveau cognitif, académique, que justement, il y a des liens entre être développé dans sa motricité fine et développé dans ses compétences académiques. Oui, tout à fait. Et notamment, si tu veux on peut reprendre les tout petits, si tu veux. Oui. Et en effet, chez les tout petits, c'est prouvé que les maths reposent uniquement sur des expériences physiques qui leur permettent en fait d'extraire des concepts de la forme, de l'espace, de l'ordre. On peut faire 1/2, on peut faire du plus petit au plus grand. Et voilà, et ça, c'est vraiment que par des expériences physiques que les tout petits mettent ça en place, en tout cas. Donc, tu veux dire par expérience physique des manipulations avec les choses? Tout à fait. Oui. Que l'enfant, en tout cas, agit sur son environnement. Et bien, quand l'enfant va essayer d'aller encastrer des pièces, par exemple, quand il va saisir des choses, il va se rendre compte que les choses qu'il saisit, ils ont différentes formes, en tout cas. Et il va se dire, là, j'arrive à bien le prendre. Peut-être que c'est... Alors, il ne va pas mettre le mot sphère ou rond, par exemple, mais il va se rendre compte qu'il y a des familles d'objets qui ont plus ou moins la même forme, par exemple. OK. Alors, à travers ces manipulations, l'enfant comprend des notions mathématiques. Donc, ça commence très tôt. Ça commence pas à partir du moment où l'enfant est en cours de maths. Ah non, mais c'est justement un grand mythe. Donc, c'est trop cool de faire ce podcast pour ça parce que dès que j'interroge les parents ont très peu conscience qu'on fait des maths avant 6 ans. Mais en fait, on fait des maths très très tôt. Et bien avant 6 ans, en tout cas. Combien tôt? Combien tôt? Dès la naissance. Combien tôt? Dès la naissance. Dès la naissance. Et moi, je suis persuadée que si on arrivait à faire des expériences dans le ventre de la maman, il y aurait peut-être déjà les maths qui seraient dans le ventre de la maman, pour le coup. Mais, je suis curieuse. Peux-tu nous parler un peu des mathématiques du nouveau-né? Ça peut ressembler à quoi? Donc ça, c'est des expériences qui sont faites aussi depuis quasi une vingtaine d'années quand même maintenant. Alors souvent, ça intrigue les gens, mais comment on fait des expériences sur les bébés? Il y a 2 façons de faire. Donc soit avec électroencéphalogramme, donc en fait, on met un casque qui capte les impulsions dans le cerveau du bébé. Ou il y a aussi beaucoup d'expériences qui sont réalisées avec la force de succion. En fait, on met une tétine où il y a une électrode dans la tétine. Et en fait, plus un bébé qui s'ennuie parce qu'il n'est pas face à la nouveauté, il va ralentir sa succion. Et quand il voit quelque chose qui le perturbe, il va augmenter sa succion, il va remettre à téter très fort, et c'est comme ça que les scientifiques se disent « Ah bah là, le bébé a perçu une différence ». Donc, il a été stimulé par quelque chose. Ouais. Donc, son corps réagit physiquement quand il est stimulé intellectuellement. C'est ça. Un bébé s'intéresse à la nouveauté, globalement.
Et donc les expériences en maths qui ont été faites, c'est notamment, on présente un petit théâtre à un bébé, par exemple, où on va mettre donc un théâtre fermé avec le rideau, et on va faire passer un bonhomme derrière le rideau, donc le bébé le voit, puis un deuxième bonhomme derrière le rideau, puis on va soulever les rideaux, et là, il y aura 3 bonhommes. Et là, on voit que le bébé, il tète super fort parce qu'il ne comprend pas. Il se dit, mais non, c'est pas normal. T'es-tu sérieuse? Voilà. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est des études, Donc... je vous encourage à les lire, c'est des études magiques, c'est notamment Véronique Izard qui fait beaucoup ça. OK. Et c'est vraiment très, très, c'est impressionnant. Donc le bébé sait que 2, c'est différent de 3. Je vais me faire l'avocate de l'incrédule ici. Est-ce que ça pourrait pas être, d'un point de vue strictement visuel, perception visuelle, que le bébé se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, sans nécessairement comprendre que c'est un nombre qui est différent? Donc, quelque chose de plus perceptif que mathématique? Sauf qu'en fait, la perception, il l'a pas, puisqu'au début, c'est un cadre noir. Donc justement, il n'y a pas cet effet de perception visuelle, parce qu'il voit les bonhommes qui arrivent derrière un rideau. Ah, il voit pas les deux en même temps. Voir. Non, il a pas vu les deux. OK, là, je suis convaincue, ouais. Et donc ça marche avec 1, 2 et 3, par exemple. C'est fascinant. Au-delà, c'est trop pour le bébé. Au-delà de 3, c'est trop. Mais donc voilà, ça montre bien qu'on a vraiment ces capacités de base dès la naissance. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Et ils ont aussi des possibilités de comparaison. Donc ça, 24-48 heures après la naissance, ça se met en place. Donc un bébé arrive à différencier du simple au double. Donc par exemple, il voit la différence entre 8 et 16. Si on lui projette 8 points et 16 points, il voit la différence. Moins, par contre, il n'en est pas capable. Donc si je lui montre 8 points et puis 12 points, pour lui, ça va être pareil. Donc, si on lui montre 2 fois 8 points, il ne tète pas beaucoup. Puis quand on monte 8 et 16, là, il tète beaucoup. Oui, c'est ça. J'adore. Moi, je pense que j'aurais pu avoir beaucoup de plaisir à être une scientifique, à faire des études comme celle-là. Ouais, surtout avec les tout petits, c'est magique. Oui. Est-ce que tu parlais dans le corps de la maman, là, est-ce que juste le fait du rythme, c'est comme une notion mathématique à quelque part? Tu entends quoi par rythme, le son? Oui, entre autres. Par exemple, quand le parent parle et que l'enfant entend sa voix, il y a un certain rythme dans le langage, mais il y a aussi un certain rythme dans les mouvements du parent. Donc, quand le parent marche et tout ça, l'enfant, il doit ressentir ça à quelque part. Donc, est-ce que c'est pas s'imprégner déjà d'un rythme? Puis, est-ce que le rythme, dans le fond, fait partie des mathématiques? C'est là que je m'en allais avec ma question. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'au moment où le parent marche, par exemple, ça veut dire que l'enfant, il a une double information. Il doit avoir une information vestibulaire, j'imagine, parce qu'il bouge dans le ventre. Et en même temps, c'est renforcé par le son du pas. Ah oui, oui. Et donc, je pense qu'en effet, en maths, ça aide beaucoup parce que pareil, à la naissance, ils ont fait des études sur apparier des points et des sons. Et si un enfant voit 3 points et qu'on lui met 3 sons, genre toc, 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 il sait que c'est pareil. Alors que si on lui montre 3 points et qu'on va lui faire 5, 6 sons, il sait que c'est différent. Donc, je pense que de toute façon, on sait que dans le ventre, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais il y a quand même cet impact mathématique au niveau du son et des quantités. En fait, quand on entend aussi... Les quantités, c'est pas que visuel. Quand on entend aussi des sons, on est capable de donner une quantité aussi. Wow, je pense que ça fait 3 fois que je le répète, là, mais c'est vraiment fascinant. Ouais, non, c'est les maths. Alors, les maths, c'est magique, hein, de toute façon. Moi, j'adore ça. Mais non, c'est fascinant chez les bébés, en tout cas. Est-ce que je t'ai amené sur des tangentes? Est-ce que tu avais fini d'expliquer c'est quoi le lien entre les maths et la motricité? Pas tout à fait. OK, vas-y. J'avais dit qu'il y avait un premier lien qui était développemental. Oui. Et j'aimerais bien parler du deuxième lien qui est en fait un lien d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à nouveau, il y a plusieurs études qui ont été faites chez les enfants, notamment les jeunes enfants. Et la plupart des études sont toutes unanimes pour indiquer que quand on met du moteur dans les apprentissages, et une de tes invitées en avait parlé, une orthopédagogue il n'y a pas très longtemps, mais quand on met du moteur dans l'apprentissage, en tout cas, ça favorise le développement des compétences numériques. Donc les compétences mathématiques. Un enfant
mettra plus de motivation, en tout cas apprendra mieux quand on met du moteur dans les tâches mathématiques. Et c'est vrai que de ce fait, on voit bien qu'il y a des méthodes qui s'en servent de ce Ouais. moteur-là. Il y a la méthode Montessori qui est assez connue en France, qui se sert énormément du moteur dans les apprentissages OK. mathématiques, parce que l'enfant se déplace avec un petit plateau pour aller chercher des quantités, et il manipule à chaque fois les quantités. Donc, Et l'enfant est c'est mis aussi en une action. approche... Oui, Donc, toujours avec Montessori, ouais. ouais. Et notamment en maths. Et puis, vraiment, Montessori, par exemple, additionner, moi j'aime beaucoup, c'est... elle fait vraiment le geste, elle prend les 2 plateaux et c'est on met ensemble. Voilà, il y a même dans l'addition, voilà, c'est ce geste de mettre ensemble 2 quantités. Et donc ça permet vraiment aussi à l'enfant, pour le coup, de mettre du sens, hein, sur ce que c'est une addition, en l'occurrence. Et la deuxième approche aussi qui a bien compris ça, c'est la méthode de Singapour, qui a été très à la mode l'année dernière en France, puisqu'il y a un ministre qui en a parlé, pour le coup, un ministre de l'Éducation nationale. L'approche Singapour, au Canada, au Québec, en tout cas moi, c'est pas quelque chose que j'avais entendu parler du tout jusqu'à temps que je lise la couverture de ton livre. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Oui, je peux après, je pense qu'il n'y a pas de méthode magique, hein, en Oui. maths, sinon ça se saurait. Mais la méthode Singapour est très à la mode, puisqu'en fait, dans les classements Teams, donc c'est les classements PISA, c'est les classements mondiaux, sur en gros quels sont les meilleurs écoliers, et notamment en maths pour ce qui va nous intéresser ici. Et la méthode de Singapour, et donc le pays Singapour, est toujours en tête de tous ces classements. OK. Et donc, en France, on s'est dit, si ça marche, ce serait vachement cool de l'utiliser en France. Forcément. Ben oui. Cette méthode-là, en fait, elle utilise la méthode CPA, qui est Concrete, Pictorial et Abstract, qui est en fait donc une approche concrète. Donc, on part du concret. Après, on vient mettre des images sur ce concret. Et après, on peut, en tout cas, passer par de l'abstraction. Donc ça, c'est vraiment... la base, en tout cas, de la méthode de Singapour. Et donc, on voit, tu vois, hein, encore une fois, on parle du concret, c'est-à-dire qu'on part de la manipulation pour aller chercher des notions mathématiques. Et c'est vraiment une approche asiatique, hein, puisque Singapour est en Asie. Et les Asiatiques, on fait des maths, mais pour résoudre des problèmes du quotidien. On ne fait pas du tout des maths pour réfléchir à outrance ou pour essayer d'imaginer des milliards d'équations qu'on ne pourra jamais résoudre. C'est vraiment du quotidien. Et donc, c'est vraiment une autre approche par rapport à la méthode française, pour le coup. Et un autre truc que moi j'aime bien, c'est peut-être pas terrible, mais un autre point que j'aime bien dans la méthode Singapour, c'est ils ont plusieurs principes qui leur tiennent à cœur, et moi un que j'aime bien, en tout cas, c'est l'attitude face aux mathématiques. C'est-à-dire que pour eux, les enfants, quand ils font des maths, ils doivent être dans le plaisir, ils doivent être dans la confiance et ils doivent être dans la persévérance. Et donc ça, c'est quand même chouette de se dire, on peut avoir du plaisir en maths. Et c'est un des points de vue de la méthode, alors qu'on sait que c'est vrai qu'en France, par exemple, il y a beaucoup d'anxiété qui est liée aux mathématiques. Oui. Mais c'est tellement ergothérapie aussi. Il faut avoir du plaisir pendant qu'on fait l'activité. On la rendre significative, fait qu'on s'investit davantage et qu'on... on voit la pertinence aussi. Ça aussi, j'aime ça, que ça soit en lien avec le quotidien, parce que d'apprendre une opération mathématique sans voir, par exemple, des additions, sans voir le lien avec est-ce que je vais avoir plus ou moins de biscuits ou de bonbons dans la vraie vie, c'est vrai que c'est moins fort là, pour la motivation intrinsèque. Ah, mais c'est sûr, Ouais. quand on voit qu'ils veulent résoudre les problèmes du quotidien, c'est notre boulot aussi d'ergo. Ça, c'est sûr. Puis est-ce que c'est le fait que c'est ludique et visuel qui mène à la confiance et la persévérance, ou le fait que c'est plus accessible? Je pense que quand c'est facile, ça devient plus accessible, on devient confiant. Je sais pas si c'est vraiment facile. Et on sait, de toute façon, dans toutes les études aussi maintenant, qu'il faut aussi tirer les enfants vers le haut, que si on leur donne trop du facile, c'est des enfants qui vont aussi se désintéresser. Et justement, la persévérance, c'est aussi ce plaisir d'aller chercher la réponse, de pas trouver tout de suite, mais de se dire, je vais finir par trouver, et de prendre du plaisir à chercher, en fait. C'est ça aussi Singapour, c'est qu'ils rendent vraiment l'enfant acteur, grâce, donc encore une fois, à leur manipulation, entre autres, il va finir par trouver. Et dans la méthode de Singapour, notamment, ce qui est super intéressant, c'est que souvent, ils montrent plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour résoudre des choses. Et à la fin, ils disent à l'enfant, choisis la technique que tu préfères. Ah, ça, j'aime ça.
Ouais, ça c'est cool. Enfin, moi je trouve que c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça arrive, moi, c'est arrivé à mes enfants ou à certains de mes clients aussi, où euh, le motif de consultation se relie aux mathématiques et on est dans l'enseignant veut que l'enfant le fasse d'une certaine méthode, mais lui, il le fait d'une autre, donc ça marche pas, mais il comprend pas la méthode de l'enseignant parce que c'est plus long, c'est plus compliqué, alors que pour lui, c'est plus logique en tout cas. Et je trouve que de donner le contrôle à l'enfant pour l'accomplissement de l'objectif qui est de résoudre, qui n'est pas de maîtriser une procédure mathématique en soi, ça fait bien du sens. Ah oui, c'est sûr. On manipule, donc c'est concret. Est-ce que Oui. c'est le fait que c'est parce que c'est concret que ça fonctionne mieux pour les raisons qu'on a dit, ou est-ce que la partie motrice vient jouer un rôle, le fait que c'est une interaction avec le corps? Eh bien, donc j'ai bien dit tout à l'heure, il y avait donc concret, après on passe par une image pour que ça devienne ensuite abstrait. Donc ça, c'est notamment l'approche de Singapour qui se base dessus. Et en fait, entre finalement le concret et l'image, on peut utiliser entre les deux ce qu'on appelle les doigts de la main. C'est qu'en fait, les doigts de la main, c'est super pratique parce qu'on les a toujours sur soi. Et ça commence en fait à imager les quantités. Si je dis 3, j'ai 3 chaises dans ma pièce, je peux montrer 3 avec les doigts, et donc c'est pas des chaises que j'ai à la place des doigts, mais c'est-à-dire que je commence à faire une image, finalement, du nombre grâce à mes doigts. Donc, on est déjà dans le symbole, on entre dans l'abstraction à travers le corps. L'abstraction par rapport au corps, mais finalement, c'est de l'abstraction très très limitée, parce que les doigts, tu peux aller les toucher, tu les vois, tu as aussi ce retour proprioceptif, donc les doigts, c'est quand même très très pratique. Et on ne peut pas les perdre, normalement. Enfin, je le souhaite à personne. Normalement. Mais à l'école, d'une manière générale, est-ce que, je sais qu'au début, compter avec les doigts, ça fait partie de ce qu'on fait avec les enfants, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire disparaître? Donc compter sur les doigts, là, il y a eu 2 études coup sur coup, donc en 2022 et 2024, de Catherine Thévenot, qui est une chercheuse là-dessus, qui a fait quasi que des recherches sur le comptage sur les doigts. Et en fait, elle est assez catégorique, dans le sens où il faut pousser même les enfants en maternelle à compter sur leurs doigts. OK. Et plus les enfants utilisent leurs doigts, meilleurs ils sont en calcul. Donc ça montre bien que plus un enfant, c'est ce qu'on redisait tout à l'heure, plus il y a de la dextérité manuelle et plus il peut utiliser ses doigts facilement, plus meilleur il sera en calcul. Et petit à petit, en fait, les enfants vont se détacher naturellement de leurs doigts. Donc ils vont mettre d'autres stratégies en place, notamment, par exemple, si je dis 5 plus 8, au début, ils vont mettre 5, ils vont mettre 5 sur une main, 3 sur une autre doigt, ils vont recommencer à même recompter leurs mains, généralement. Ils ont oublié qu'ils avaient 5 doigts, ils recomptent depuis le début. Et puis finalement, après, ils vont savoir que c'est 5. Donc ils vont dire 5 tout de suite pour une main, et puis ils vont continuer à compter sur l'autre main, 5, 6, 7, 8. Donc 5 plus 3, 8. Donc petit à petit, ils mettent des stratégies en place et ils vont abandonner en fait naturellement petit à petit le comptage sur les doigts. On estime que généralement vers 8-9 ans, c'est abandonné. OK. Mais en tant qu'ergo, c'est vrai que les enfants qu'on voit, et puis même si vous avez des enfants qui comptent encore sur leurs doigts, c'est pas dramatique. Il faut juste analyser. C'est vrai que nous en ergo, on aime beaucoup analyser et se demander pourquoi ils comptent encore sur les doigts. Et généralement, c'est pas forcément un problème de comptage, c'est-à-dire qu'il sait pas compter, il sait plus combien il y a de doigts. C'est plus une notion de mémoire de travail. Ça va lui permettre en fait de maintenir les informations. Intéressant. Donc c'est pour ça que généralement, il y en a qui continuent finalement à compter sur les doigts. Ce qu'on a vu passer, en tout cas moi, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est un lien avec l'approche Singapour ou autre, mais on voit des enfants asiatiques qui font des calculs très, très avancés avec toutes sortes de manipulations des doigts. Tu sais de quoi je parle? Alors oui, j'ai vu des vidéos, je me suis un peu renseignée à l'époque. Mais c'est asiatique, je croyais que c'était plutôt vers la Russie, etc. Ah, peut-être. Peut-être c'est ma mémoire. Je suis influencée parce que tu as parlé d'Asie tantôt. Mais on parle de la même chose. En fait, ce sont des manipulations très, très, très complexes et répétitives, très rapides. Mais justement, l'exemple est parfait parce que typiquement, ces enfants-là, en fait, ils associent les opérations qui défilent en faisant ce qu'on appelle des compléments à 10 et leurs doigts ne servent qu'à maintenir les dizaines. Donc là, pour ces enfants-là, c'est vraiment que du maintien d'informations.
Donc, c'est ça la mémoire de Donc, travail que tu disais, ouais. Ouais. Ils maintiennent sur leurs doigts le nombre de dizaines, en fait. Ah non, mais c'est ça, c'est parce que il y avait un boulier aussi. C'est ça, je Ouais. pense qu'ils apprenaient avec une sorte de Alors, ok, boulier. alors ça, c'est une autre. OK. Ok, parce Il y que a- il y avait des enfants qui agitaient fort les doigts comme ça devant les calculs qui défilaient. Ça, je sais pas si tu euh, avais vu ça. Ça me revient, ce sont des enfants qui apprenaient avec des bouliers et que après on enlevait les bouliers et ils faisaient les manipulations du boulier qui ressemblait à quelque chose comme ça finalement. D'accord, ok. Alors Ça, là, oui, c'est ouais. sans doute plutôt en Asie. Et Ah, en Asie, ils ont un boulier en plus en base, enfin ce qu'on appelle en base 5. Donc c'est des OK, petites 5 unités en fait à chaque fois. Donc c'est OK, un peu différent. Le boulier français est différent en tout cas. Et oui, en effet. Mais tu vois, encore une fois, on illustre le concret. Tu vois, ils ont ces petites boules à ouais, manipuler qui créent des images mentales finalement. Et puis après, ils arrivent juste à imaginer et juste à faire dans ouais. l'abstrait. Mais donc, encore une fois, on voit bien l'importance en fait du concret et de manipuler dans un premier temps. Mais Il n'y a pas de secret. une manipulation mentale, c'est à l'origine une manipulation physique. Donc, quand je fais la rotation d'un objet dans ma main, un jour, je peux faire la rotation de l'objet dans ma tête, dans un exercice de géométrie ou quelque chose comme ça. Fait que c'est le fun. C'est ça, ce sont des liens qui sont Tout à fait. très présents. Est-ce que un enfant qui est meilleur en motricité fine, physiquement, là, pour manipuler quand il fait les exercices puis les activités concrètes, c'est sa force en motricité fine qui l'accompagne ou c'est juste une corrélation qui fait que parce qu'il est bon en motricité fine, il est peut-être fondamentalement plus évolué dans son développement, donc il est meilleur aussi en mathématiques. Je ne sais pas si tu m'as suivi dans ce Si. Bah, raisonnement-là. c'est la grosse question des études en ce moment. OK. Encore là, je relisais une étude là qui vient de sortir. Et en fait, ils ont vraiment du mal à savoir si c'est parce que cet enfant, justement, est bon partout, donc il est bon en maths, Ouais. ou si vraiment cette corrélation Alors, par contre, il y a une petite nuance. Ils arrivent quand même à différencier motricité fine et motricité globale. OK. Et donc, la motricité globale est moins liée aux performances mathématiques que la motricité fine, par exemple. Ça, Mais, ils ont réussi à le prouver. Mais la motricité fine est très liée, pour le coup, aux apprentissages mathématiques. mais est-ce que la motricité globale, elle est liée à la motricité fine? Meilleure motricité fine, c'est meilleure motricité globale? On est d'accord. Enfin, moi, Ouais. je suis d'accord en tant qu'ergo. Hypothétiquement, c'est ça. Mais donc, les études, en tout cas, c'est pas parce qu'on est meilleur en motricité globale qu'on sera meilleur en maths. Par OK. contre, si on est meilleur en motricité fine, on sera meilleur en maths. OK. Donc, on part sur cette prémisse-là. Maintenant, tu dis, c'est pas parce que ceci qu'on va être meilleur en maths. C'est quoi être meilleur? C'est quoi être fort en maths? Ça veut dire quoi quand on dit un enfant est fort en maths? OK, oui, il y a des bonnes notes, mais qu'est-ce que ça prend pour être fort en maths? Quelles sont les compétences auxquelles on réfère? Moi, j'ai même pas envie de dire il ait des bonnes notes, puisque là, moi, je remets ma casquette d'ergo. Être bon en maths, pour moi, en tant qu'ergo, c'est en fait pouvoir se débrouiller au quotidien. C'est avoir les bases qui te permettent de vivre en tant qu'adulte autonome et indépendant, en fait. Ce qui va arriver, c'est que il y a des enfants qui vont être forts, par exemple, en numération et tout ce qui est plus calcul, puis il y a des enfants qui vont être plus forts dans tout ce qui est visuel, géométrique, graphique et tout ça. Et il y a des élèves qui vont être forts en tout, puis il y a des élèves qui vont avoir de la difficulté en tout. Donc, c'est quoi les compétences qu'on doit maîtriser? Donc en fait, dans le cerveau, en tout cas, on a vraiment des modules qui sont spécifiquement dédiés aux mathématiques. Cool. Donc comme on a vu tout à l'heure, le bébé, il arrive déjà avec un des modules, qui est ce qu'on appelle le code analogique, dont on a discuté, et qui en fait lui permet de capter déjà les quantités. Donc ça, tout le monde, en principe, sauf quand il y a des troubles neurodéveloppementaux, arrive avec ce module-là, sens analogique. Je peux percevoir, je peux estimer des quantités. Et c'est même quelque chose d'assez animal parce que, c'est prouvé, les animaux ont cette capacité. Quand il y a beaucoup qui arrivent, je fuis. Si j'ai un ennemi qui arrive où il n'est pas beaucoup, peut-être je peux aller me battre, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Donc ça, c'est vraiment le sens analogique, c'est cette notion de quantité du nombre. Et donc qui est présente dès la naissance chez les bébés.
Ensuite, dans un second temps, va venir se greffer le sens auditivo-verbal. Donc là, c'est le langage. À nouveau, OK. on a montré que le module langage, il est très spécifique aux maths. Les mots nombres, 1, 2, 3, Ouais, 20, ouais. 40, 100, sont liés aux maths et c'est des circuits spéciaux. C'est pas du tout des circuits qui sont liés au langage sémantique, donc au langage des autres mots. OK. Ils ont leur propre circuit des mots nombres et donc ça se construit dès qu'on commence à parler à l'enfant. Et dans notre quotidien, c'est vrai qu'on a tendance à discuter, Oui, des nombres en fait avec l'enfant. oui. Et la dernière chose qui arrive, c'est ce qu'on appelle le code arabe. Et donc là, c'est à partir de 6 ans. Et ça, c'est grâce à l'école. Donc c'est vraiment un apprentissage scolaire. Et le code arabe, c'est pouvoir comprendre qu'en fait, dans notre système de numération à peu près international, on a des unités. Quand on a 10 unités, ça fait une dizaine. Et quand on a 10 dizaines, ça fait une centaine, etc. Donc ça, c'est vraiment les 3 compétences numériques de base du nombre. Et en fait, après, c'est pour ça que les maths, c'est aussi très complexe, c'est que viennent se greffer à ces compétences de base, des compétences, donc tu disais de logique, par exemple. Ouais. Donc la logique, c'est en fait du raisonnement. Et donc le raisonnement est permis, par exemple, grâce aux fonctions exécutives. Donc on a vraiment Ouais. besoin des fonctions exécutives aussi pour faire des maths, notamment de la résolution de problèmes. On a aussi La besoin des mémoires. Les mémoires de travail, on en parlait, pour Ouais. maintenir les informations, parce que quand je suis en train de faire, je sais pas, 13 moins 7, si je recule de 7, il faut pas que j'oublie que je dois m'arrêter à 13, Oui. par exemple. Et il faut pouvoir avoir les mémoires à long terme, c'est-à-dire Mmh. pour se rappeler ce que c'est un plus, pour se rappeler ce que c'est un moins, comment je vais aller poser une multiplication, comment je vais aller poser une division. Tout ça, on a besoin de s'en Oui. rappeler. On a besoin du langage écrit. On a Mmh. besoin aussi du moteur, c'est quand même mieux, de la vision, pour voir ce qu'on est en train de faire en Ouais. maths. Donc en fait, voilà, tout ça, c'est des compétences un petit peu de base, on va dire, en mathématiques. Et après viennent se greffer à ces compétences de base des compétences un petit peu plus scolaires, on va dire, et plus académiques. Il y a la flexibilité cognitive aussi dans les fonctions exécutives, comme tu disais, hein. Oui, Je pense tout que à fait. quand 10 unités deviennent une dizaine, il faut être capable d'avoir la flexibilité, mentale de comprendre que c'est la même chose. Ça, c'est Ouais. ce qu'on appelle l'apprentissage de la base 10. Et Ouais. ça, c'est vraiment un verrou, un iceberg à Ouais. la face cachée. Mais il y a énormément d'enfants, enfin, notamment qui viennent nous consulter, qui ont des grosses difficultés sur cette base 10, mais bien souvent parce qu'ils n'ont pas assez manipulé, en fait. Bon point. Puis, en tant qu'ergothérapeute, moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau académique, plus avec les jeunes avec les troubles du neurodéveloppement et en maths, cette histoire de base 10 là, c'est souvent quelque chose, Ah, qu'on on est doit d'accord. revoir. Oui, Et puis c'est ouais, vachement intéressant pour nous en tant qu'ergo, parce que à quoi elle nous ouais. sert la base 10 en fait au quotidien? Elle nous sert à la monnaie. Et que si j'ai pas la base 10, aller Ouais. compter mes petits centimes et aller rendre la monnaie sur mes petits centimes ou vérifier qu'on m'a bien rendu la monnaie, c'est compliqué. Mais ça va devenir de plus en plus difficile parce que maintenant, on a des cartes de plastique plus que de la monnaie. On a les cartes plastiques et je peux même Oui, faire mettre un autre lien. On a les horloges numériques aussi. oui, Et avec les horloges numériques, on voit plus ce temps qui passe et ça, c'est dramatique aussi, je trouve. oui. Mmh. Mmh. OK, alors Tout n'est pas bon dans la technologie. alors, est-ce que tu aurais envie de nous donner des exemples d'idées d'activités, concrètes? Peut-être qu'on pourrait y aller par âge. Lorsqu'on souhaite, stimuler notre enfant, notre patient, notre élève, dans le fond, en crèche, en petite enfance aussi, dans des activités qui sont liées avec les besoins du quotidien, qui ne sont pas dans le vide et qui pourraient nous inspirer, pour mieux comprendre, l'approche Singapour, mais aussi pour accompagner nos tout-petits puis nos plus grands. Je pense que tes premières choses, c'est ne pas avoir peur de parler maths. C'est-à-dire que d'employer justement tout ce vocabulaire qui est lié aux mathématiques, donc les mots nombres par exemple, et puis toutes les fractions. Enfin, moi je sais que mes pauvres enfants, depuis qu'ils sont nés, quand on mange une quiche ou une pizza, je leur dis tu veux quoi? Tu veux un quart ou un huitième de pizza? Et de ce fait, ils savent très bien ce que c'est un C'est un quart bon et un point. huitième depuis que c'est tout petit. C'est un Mais bon parce qu'il ne faut point. pas avoir peur d'utiliser ça. C'est vrai. On se dit: «Ah, Et la l'enfant fois va apprendre dernière, ça à 8 ans, on n'en parle pas tout de suite, il l'a pas encore appris».
Et puis c'est tellement abstrait, Ouais. à 8 ans, d'entendre tout d'un coup un huitième, si on l'a jamais entendu, on ne sait pas à quoi ça réfère. Alors que sa part de pizza, un huitième de pizza, il sait très bien qu'il aura moins à manger que son frère qui a eu un quart. On a découpé un cake la fois dernière, un 4 quarts, enfin bref, un Ouais. gâteau qu'on avait fait. Et on a coupé toutes les tranches. J'ai dit, bah, une tranche, c'est combien en fait finalement? Puis alors, ils ont tous compté. Il y avait plein d'enfants, ils ont tous compté. Ah bah, il y avait 11 parts, bah c'est un onzième. Et ben ouais, c'est un onzième. Parce qu'il y a 11 parts en tout. Et là, on vient vraiment accrocher du concret. Donc ça, c'est tout bête, mais en fait, de ne pas C'est avoir pas peur de parler ouais. des nombres déjà au quotidien, à ses enfants, à ses patients. Ça, c'est quelque chose de base, j'ai envie de dire. J'aurais envie que tu me donnes quelques autres exemples, des concepts comme les fractions. Moi, je penserais pas non plus à parler fractions avec mon 3 ans, qu'on peut, introduire par le langage comme ça très jeune. Et bien justement, c'était mon activité pour les 3-4 ans, si tu veux. OK. Donc pour les 3-4 ans, ce que j'ai intitulé dans mon livre, c'est un vrai chantier, mais en soi, peu importe. C'est prendre ce que vous avez à la maison, des Duplo, des Lego, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être des boîtes à chaussures, ça peut être des livres, c'est comme vous voulez. Et on va aller travailler là avec l'enfant, par exemple, la résolution de problèmes. Alors vous allez OK. me dire, ma Capucine, elle est bien mignonne, elle nous parle de résolution de problèmes à 3-4 ans. Mais oui, je vous promets que c'est possible. C'est par exemple faire des tours. Donc tous les enfants font des tours. Oui. Et on peut déjà aller dénombrer les étages. C'est-à-dire, bah, combien tu as d'étages dans ta tour? Déjà, là, on fait des maths. On va aller compter, on va aller Ouais. dénombrer. En plus, il y a de la motricité fine, parce qu'en ergo, on aime bien aller faire des duplos. C'est quand même vachement intéressant. Après, à côté de l'enfant, on peut dire, bah, moi, je vais faire une tour plus haute que toi. Et pourquoi plus haute, on travaille la résolution de problèmes? Parce que dans les problèmes, les plus que toi, moins que moi, c'est quelque chose qui a en permanence et avec Oui. lequel les enfants, souvent, ils aiment pas trop. Mais de ce fait, là, en travaillant le vocabulaire plus grand que toi, plus basse que toi, mais on peut aussi travailler le autant. Est-ce que Oui. je peux avoir une tour d'autant d'étages que toi? Et le autant, souvent, il n'aime pas trop non plus, mais ça veut dire pareil, en fait, c'est la même hauteur. Donc là, juste avec des duplos, on va pouvoir aller faire de la résolution de problèmes. Puis si l'enfant il est fort et qu'il a bien compris, ou bien qu'il a un grand frère à côté qu'il faut occuper aussi pendant les tours de duplo, vous pouvez demander au grand frère, par exemple, tiens, je te donne 3-4 tours, est-ce que tu peux les ranger dans l'ordre? Donc accessoirement les mettre du plus petit au Ouais. plus grand, mais leur faire prendre conscience que ça marche aussi du plus grand au plus petit. Donc tu vois, tu parlais aussi de la flexibilité Ouais. tout à l'heure, Ouais. mais on peut envisager dans les deux sens, que ce soit à la fois du plus grand au plus petit. Et on peut aussi faire des multiplications avec les duplos. Dire, allez, on fabrique un quartier, on va faire des maisons où toutes les maisons, elles ont 5 étages. Et si on met 4 maisons, finalement, je vais avoir combien d'étages en tout? Et là, on est en train de faire des multiplications. Ça On est en paraît train de si faire du simple. 5 Mais fois oui, 4. c'est ça. Ça paraît si Ah, simple. mais les maths sont partout. Ouais. Et ça permet vraiment de mettre à l'enfant de mettre du sens, en fait. Mmh. Alors, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite c'est une multiplication, mais le jour où on revoit ça avec lui, dire tu te souviens quand on avait fait les tours de Duplo? Ou bien on peut ressortir les tours de Duplo et lui remontrer justement que c'était une multiplication en fait qu'il avait fait à ce moment-là. Donc juste avec des petits jouets, voilà, ça c'est, en tout cas faire les tours plus grandes que, plus petites que, Ouais. vers 3-4 ans, c'est déjà possible, hein. Je valide, je travaille avec un jeune où on fait de la résolution de problèmes mathématiques et on a pris le temps de simplement s'arrêter à comprendre ce que ça veut dire autant, plus que, moins de. Et on est à 8 ans, donc si ces concepts-là, au niveau langagier, sont déjà connus, sont déjà familiers, ils ont déjà une image mentale d'associer à ça, auquel ils peuvent se référer, les duplos, les livres de quand ils étaient petits, là, on peut partir un petit peu plus loin et ne pas faire des erreurs dans notre problème de mathématiques à cause du langage, mais plus déjà s'investir dans quel est le problème à résoudre et quelle opération pour le faire. Tout à fait. Après, je peux vous proposer une autre activité vers 5 ans, que Oui. moi j'ai appelé Top Chrono dans mon livre. Alors ça, c'est une activité que vous pouvez faire partout. Donc si vous attendez chez le médecin, si vous attendez peu importe où, chez le dentiste, si vous êtes dans votre jardin, si vous êtes dans votre maison, là c'est vraiment pour aller travailler la notion de durée, qui est aussi souvent une plainte de nos patients, je trouve, c'est que les parents nous disent quand je lui dis dans 5 minutes, en fait, il sait pas du tout ce que c'est 5 minutes, ou s'il faut que tu t'habilles dans 3 minutes et j'arrive 12 minutes après, il est toujours pas habillé. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas justement cette notion de durée.
Et donc là, c'est par exemple juste dire à l'enfant, on va maintenir une posture, et on se met d'accord avec l'enfant sur un temps. Par exemple, on dit, on tient une posture, et dans 10 secondes, on claque des mains. Pendant ce temps-là, l'adulte allume un chronomètre, et quand l'enfant claque des mains, hop, l'adulte coupe le chronomètre, et on regarde s'il était vraiment à 10 secondes, est-ce qu'il avait fait plus que 10 secondes, moins que 10 secondes. Donc voilà, ça c'est un truc tout bête, mais qu'on peut faire partout, pour lequel il n'y a pas besoin de matériel à part un chronomètre en fait. Non, c'est super et on travaille la motricité globale, donc ce qui est toujours bien aussi. Maintenir des postures d'équilibre, ça c'est quand même chouette aussi en tant qu'ergo. Vers 5 ans, on peut faire 10 secondes, on peut faire 20 secondes. Après, si vous voulez faire plus, faire 1 minute, 2 minutes, il faudra attendre que l'enfant ait un petit peu grandi pour le coup et qu'il passe plutôt à quand même 7-8 ans. Okay. Mais après, c'est possible aussi chez les grands. Après, on peut parler aussi à 6 ans. Ça, c'est aussi un petit tip que j'ai envie de donner aux parents, une petite astuce pour lequel moi je suis assez convaincue, c'est de donner de l'argent de poche. Alors, c'est pas, on ne demande pas de donner des millions à nos enfants, hein, au contraire. Mais même si, après, ça vous mettez-vous d'accord avec l'enfant. Est-ce que c'est quelques centimes pour un service rendu? Est-ce que c'est tous les dimanches? Est-ce que c'est tous les lundis? On lui donne 5 centimes. Puisque, en effet, dans notre monde actuel, on paye énormément en carte bleue. Mais d'avoir en fait de l'argent de poche, ça permet à l'enfant d'aller manipuler cette monnaie. Et puis vous, en tant qu'adulte, de ce fait, de temps en temps, au lieu de donner 5 centimes, comme par hasard, vous donnez que 4. Mais vous n'avez pas vu que vous avez donné que 4. Et là, l'enfant, peut-être qu'il va aller compter, dire « Maman, là, tu m'as donné que 4, mais tu m'avais dit que tu me donnerais 5 centimes. »« Ah oui, pardon, j'ai oublié. » Et donc là, on va aller compléter. Mais en fait, ça pousse l'enfant à aller compter, à aller vérifier qu'on lui a donné. Et puis parfois, moi, ça m'arrive souvent dans mon porte-monnaie que j'ai plus de monnaie. Alors, je demande à mes enfants d'aller faire les échanges. Ah, j'ai un billet de 5 €, qu'est-ce que tu peux... T'as pas un truc dans ton portefeuille pour que je puisse avoir plus de pièces? J'en ai besoin pour le café ou j'en sais rien. Et donc là, on va aller faire des échanges. Et ça, c'est vraiment possible dès 6 ans, en fait. Ça doit être difficile au début de dire, là, je reçois une monnaie contre les 10 que je te donne. Il y a l'impression qu'il y en a moins. Il faut qu'ils saisissent que la valeur est plus élevée. C'est magnifique. Tout à fait. Ouais. Ah, mais ça, au début, en effet, tu as raison, c'est très drôle. Ils sont persuadés que le billet, ça vaut vachement moins que toutes les pièces. C'est ça? Oui. Ouais, mais c'est en travaillant, en fait, vraiment dans du quotidien, enfin voilà, cet argent de poche. Puis après, ils vont avoir de fait une appétence pour aller lire les étiquettes des prix et se dire, est-ce que là, avec ce que j'ai dans mon portefeuille ou dans mon porte-monnaie, je peux acheter ça? Ah non, j'ai pas assez. Et donc, ça permet en fait aussi de créer une motivation grâce à l'argent de poche. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant soit rendu à un niveau scolaire dans lequel il verrait ces notions-là. On peut initier ça en fonction de l'âge ou quand on sent l'enfant prêt. Tout à fait. Ouais. Moi, je pense que... Je sais pas après chez vous, mais je sais pas trop sur quoi sont basés les programmes scolaires, mais j'ai pas toujours l'impression que ça respecte tout à fait le développement de l'enfant. Et notamment, quelque chose moi qui me fait assez rire en France, c'est qu'on voit les traçages à la règle. On voit, par exemple, il faut tracer un trait de 5,2 cm. Et on dit aux enfants, c'est 5 et 2 petits bâtons derrière. On dit ça en France aux enfants. Parce qu'en fait, quand on leur montre ça, ils n'ont pas encore vu les nombres décimaux. Et ça, je trouve que c'est dommage, en fait. On pourrait en profiter pour voir les nombres décimaux. Tout à fait. Quand tu dis que on ne tient pas compte du développement, dans le fond, c'est qu'on ne tient pas compte que l'enfant serait peut-être capable de comprendre davantage ou de retenir des mots, faire des associations entre les notions et les mots. Donc, on attend trop tard, c'est ça que je comprends? C'est compliqué, hein. Après, je pense que l'éducation nationale fait ce qu'il peut, mais il y a une autre chose intéressante que j'ai lue il n'y a pas très longtemps sur l'intuition mathématique. Et chez les jeunes enfants, donc 6-7 ans, en fait, ils savent ce que c'est une multiplication. Ils ont l'intuition de ce que c'est la multiplication. Et ça, je trouve que c'est dingue aussi, alors que les multiplications, nous, en France, c'est pas avant 8 ans. Mais ils ont une espèce d'intuition mathématique, donc une conception de ce que c'est la multiplication. Et comment ils déduisent ça? Les études ou les enfants? Oui, les études. Ça a été testé sur ces enfants-là, en fait, où ils présentent des problèmes multiplicatifs. Donc avec le mot fois, etc. Et ça pose aucun problème aux enfants. Ils arrivent à les faire.
Alors, des problèmes toujours très concrets, parce qu'ils font appel justement à l'intuition mathématique. Ouais. Et l'intuition mathématique, c'est une intuition que tu élabores grâce, encore une fois, aux manipulations que tu as pu faire dans ton quotidien. Donc, c'est comme si les enfants font naturellement des multiplications sans avoir appris formellement des tables de multiplication. C'est ça? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils savent ce que c'est. Ils comprennent ce que c'est. Ils mettent du sens. Mais pareil, on voit un écart. Enfin, je sais pas toi dans tes patients, mais nous, on voit souvent un écart. Il y a deux différences. Soit, en fait, un enfant arrive, il sait très bien faire. Il a compris ce que c'était une multiplication. Donc, il sait que 4 fois 5, c'est 4 paquets de 5 bonbons, par exemple. Il va pouvoir m'expliquer, mais il connaît pas ces tables. Mais finalement, il va pouvoir retrouver ces tables puisqu'il sait ce que c'est une multiplication. Ouais. Et à l'inverse, j'en ai d'autres qui connaissent les tables sur le bout des doigts. Mais si je leur demande, c'est quoi 3 fois 4 ? Il n'y a plus personne. Et ils n'ont pas du tout, justement, mis de sens sur ce que c'était la multiplication. Intéressant. Je suis en train de voir des possibilités avec certains de mes clients. Poursuis avec les... Quoi, on a fait 5-6 ans? 6-7 ans? Ouais. Avais-tu d'autres idées? Donc 6 ans, on avait parlé de l'argent de poche. Et 7 ans, c'est bien, on rebondit avec la règle. Je parlais un petit peu de la règle tout à l'heure. Mais en fait, il ne faut pas hésiter aussi à donner une règle et une équerre à l'enfant dès 7 ans. On lui explique qu'en fait, une équerre, ça sert donc à mesurer l'angle droit. Et en fait, un angle droit, c'est notamment pour que les murs ils tiennent debout. C'est pour que les forces s'opposent, en fait. Et puis, on leur donne, et puis on dit... alors ça, c'est quand même super pratique à la maison quand nous, on a envie de faire quelque chose, parce qu'on a plein de trucs toujours en tant qu'adulte à faire à la maison et qu'il faut occuper les enfants. On leur donne une règle, on leur donne une équerre, et on lui dit, écoute, va me trouver 5 objets plus petits que 10 cm. Va me trouver 10 objets plus grands que 20 cm. Et puis, s'il te plaît, vérifie quand même bien que les carrelages de la cuisine ont été bien posés et qu'il y a des angles droits dans notre cuisine. Et là, vous êtes tranquille pour un quart d'heure. Donc, ce sont des idées que moi, je peux voir sont amusantes, qui ne dépendent pas de la tablette, des écrans pour s'occuper. Et l'enfant, je pense qu'il peut passer de longues minutes à faire ça. Est-ce que la règle, c'est pas intéressant aussi à l'introduire simplement pour dessiner droit, un petit peu plus jeune? Même avant d'introduire les mesures sur la règle, de l'utiliser. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'en fait, je pense que tu as encore un a priori sur le fait qu'un enfant de 3-4 ans ne pourrait pas compter et reconnaître les nombres, par exemple. Mais en fait, si. Okay. À 4 ans, il peut tout à fait aller reconnaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la règle. Donc c'est vrai qu'on a toujours peur qu'il ne va pas y arriver. Et puis en fait, des fois, sorti du contexte, même si tu as l'impression qu'il n'a pas, tu peux lui montrer, lui dire, tu vois, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça sert à mesurer, c'est-à-dire que mesurer, c'est savoir combien est grand un objet. Ouais. Des fois, il ne faut pas forcément aller sortir le dictionnaire. Mais après, pour dessiner, si, on peut tout à fait s'en servir pour dessiner, c'est juste en effet les traits droits. Et puis, je fais le lien aussi avec la balance. C'est quelque chose que moi, j'utilise aussi beaucoup au quotidien. Pareil, si vous voulez être tranquille un quart d'heure, vous donnez une balance à un enfant et vous lui demandez d'aller peser des trucs qui font moins que 50 grammes. Bon, alors là, ça va être un peu plus grand parce qu'il va falloir en effet aller lire 50. Mais qu'est-ce qui est plus lourd? Et puis, vous allez les voir, au bout d'un moment, ils vont peser leurs bras, ils vont peser leurs pieds. Alors là, c'est assez drôle aussi. Mais généralement, la balance, franchement, c'est un... Vous êtes tranquille une demi-heure. Vraiment, en tant que parent, là, sortez une balance de cuisine. Et alors, si vous avez plusieurs enfants, vaut mieux plusieurs balances. Mais en tout cas, vous allez pouvoir être tranquille. Mais vraiment, l'enfant développe sa capacité, comme pour le temps tantôt, d'estimer, de se représenter. Si je tenais cet objet-là qui est dans ma chambre, dans mes mains, est-ce que ça serait plus ou moins lourd que 50 grammes? Je vais aller le chercher, je vais le tester. Ça fait déjà des petits scientifiques. J'adore. Puis, encore une fois, ils comparent. Puis, tu vois, ils font appel aussi à leur vocabulaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que c'est moins lourd? Il y a tout ça. Et alors, si après, vous n'avez qu'une balance corporelle, donc pour le corps, on peut aussi peser des gros objets. Et là, on doit faire une différence. Donc, l'enfant va se peser seul. Il va tenir, je sais pas, son dictionnaire, par exemple. Et puis, il va devoir se demander combien pèse le dictionnaire tout seul. Ça peut être aussi amorcer des petits calculs qui peuvent être intéressants avec la balance. On fait ça avant de partir en voyage avec nos valises. Hein? Oui, c'est vrai. Et puis, on met plein d'habits sur nous, donc pour compenser. Oui, c'est ça. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. On le fait quand même. Il fait chaud, oui. C'est ça.
Et après, je peux te proposer une dernière activité, si tu veux, pour les 9 ans, à partir de 9 ans. Une activité, moi, que j'aime bien, c'est au restaurant. Il y a toujours un petit peu d'attente avec certains enfants qui ont parfois du mal à rester assis au restaurant et les plats n'arrivent pas alors qu'on a commandé. Et là, moi, j'essaye toujours de garder un menu sur la table. Et en fait, on peut faire plein de choses avec les menus. Au restaurant, alors chez les petits, on peut juste aller dire est-ce que tu peux me pointer tous les 2 ? Et donc l'enfant va devoir aller chercher tous les 2. Alors là, on parle maths, mais ça peut être aussi les lettres de son prénom. Hein. On peut aller chercher les lettres de son prénom dans le menu chez les tout petits. Et ce que j'aime bien faire donc, chez les plus grands restaurants, c'est se dire est-ce que le menu vaut le coup ? C'est-à-dire, si tu as un menu à 32 € avec entrée, plat, dessert, et si tu prends ça, est-ce que finalement ça vaut le coup de prendre le menu ou est-ce qu'il valait mieux prendre les plats différents. Et donc là, et puis ça, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils prennent à cœur, ils n'ont pas du tout envie de se faire arnaquer, généralement. Donc, ils sont vraiment très studieux dans ces cas-là, ils veulent vraiment aller vérifier si vraiment ça vaut le coup ou si on se fait avoir. C'est une super bonne idée. Si tu veux un autre âge. Si tu en as une. Moi, j'aime beaucoup les exemples. Et une activité donc pour les bébés. Et oui, on peut faire des maths avec les bébés. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc, dès qu'on commence à parler aux bébés, ils comprennent qu'il y a des mots spécifiques aux mathématiques, donc les fameux mots nombres, qui servent en fait à parler de quantité. Et donc, tout bête, quand vous lavez votre bébé, vous pouvez aller compter ses doigts et compter ses doigts de pied. Et donc déjà, vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc voilà, l'enfant va entendre. Et en même temps, si vous touchez les doigts de pied, il va appairer la quantité et le mot nombre. J'adore ça. Donc ça, c'est chez les tout petits, c'est possible. Et j'imagine si on veut faire une blague à notre bébé puis on arrête à 8, il va se mettre à têter fort. Hey! C'est ça. Franchement, c'est une bonne expérience. Moi, ils sont trop grands, je peux pas faire. Mais s'il y en a qui ont des petits bébés qui veulent bien essayer, moi, je suis preneuse. Mais je suis sûre que le bébé... Mais moi, je me souviens quand ils étaient petits, je le faisais. J'ai dit, tiens, on va vérifier quand même ce soir si on a encore les 10 orteils. Hein. On sait jamais s'il y en a un qui est parti. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand ils sont tout petits. J'aime ça. Donc, ce sont des activités concrètes. Ton livre est rempli d'activités de ce type-là. Est-ce qu'elles sont classées par âge, comme tu viens de nous présenter? J'ai multiplié les classements, écoute. J'ai fait un maximum. C'est-à-dire que j'ai mis par âge, mais il faut savoir que dès qu'il y a une activité, je me suis aussi basée sur l'approche spiralaire de Singapour. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, Singapour présente, par exemple, dès que les enfants sont tout petits, toutes les opérations. Et après, ils reviennent. Plus l'enfant grandit, plus on revient sur chaque opération en allant de plus en plus profondément. J'ai un peu essayé de faire ça dans mon livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une variante, on a une activité et on a des variantes pour les plus grands. Donc à chaque fois, on peut aller plus loin sur la notion et l'activité de base. Donc j'ai fait des activités donc par âge, donc elles sont triées par âge, elles sont triées par lieu, c'est-à-dire que vous allez avoir des activités à faire à la maison, des activités à faire dehors, des activités donc au restaurant, des activités chez le médecin, des activités dans la voiture aussi, parce qu'on sait que dans la voiture c'est bien de pouvoir les occuper. Et vous allez trouver aussi à la fin une classification des activités selon les compétences qu'on fait travailler. Si on veut se faire travailler plutôt le code analogique, donc l'estimation, il y a des couleurs qui vous permettent d'aller chercher ces activités-là. Si vous voulez plus travailler unité, dizaine, centaine, donc ce qu'on appelle le code arabe, vous allez avoir aussi des activités. Il y a aussi des activités pour la géométrie, il y a des activités pour le langage, il y a des activités aussi qui traitent un peu plus du raisonnement, et donc des fonctions exécutives, etc. Et donc ça, j'ai retrié aussi les activités comme ça. Comme ça, si vous cherchez avec vos patients quelque chose de spécifique à travailler, vous pouvez directement aller voir ça. Donc, c'est adapté à tous les contextes. Ça paraît que c'est une ergo qui a préparé le livre. Bah oui, c'est mieux. Donc, c'est on partout, peut... tout le temps. Donc, ça peut nous être utile pour préparer les enfants, pour les accompagner pendant leurs apprentissages. Si on a un enfant qui est en difficulté en mathématiques, ça peut être un bon outil aussi? Donc, le livre, je ne l'ai pas constitué pour des enfants en difficulté, puisque moi, ce qui m'importait, c'était vraiment que les parents prennent conscience, vraiment que les maths, c'est dès les tout petits. Mais d'une certaine manière, si vous faites des maths au quotidien, vous allez forcément aider votre enfant qui est en difficulté parce que vous allez aller mettre du sens, en fait, sur les apprentissages. Et donc, si vous mettez du sens, s'il comprend ce qu'il fait, ça sera quand même plus facile pour lui, même s'il est en difficulté. Donc, ça limitera, en tout cas, ça limitera. Oui, puis ça peut amener aussi plus d'intérêt, de motivation et de désir de persévérer face à la difficulté si on fait des liens avec des choses qui font du sens. Tout à fait. Ouais.
Puis c'est prendre du plaisir, aller mettre la table parce qu'il y a papy et mamie qui arrivent et qu'il faut qu'on compte combien de fourchettes il faut mettre. C'est d'autant plus motivant que, en fait, en classe, faire 6 plus 6. Absolument. Et question compliquée, je pense. Si on est à l'écoute et on a un enfant en difficulté en mathématiques, quand est-ce pertinent d'aller consulter un ergothérapeute versus un spécialiste de l'éducation ou des mathématiques? Au Québec, au Canada, on a les orthopédagogues qui sont les professionnels qu'on fréquente lorsqu'on a des difficultés académiques. Pourquoi ou quand serait pertinent d'aller voir un ergothérapeute à la place ou en plus? Je rajoute aussi qu'en France, dans notre contexte, on a les orthophonistes qui nous font aussi la rééducation des mathématiques. OK. Voilà. Donc déjà, nous en France, je vais dire qu'il faudra privilégier un orthophoniste dès qu'il y a des troubles du langage. Oui. Les ergothérapeutes ne sont pas du tout formés aux troubles du langage. Donc voilà, dès qu'il y a des soucis de langage, de toute façon, c'est une orthophoniste qu'il faut aller voir. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que nous, les orthopédagogues en France, c'est pas encore reconnu, même si j'ai déjà travaillé avec certaines orthopédagogues qui sont géniales. Mais j'ai l'impression que les orthopédagogues, elles viennent plus mettre une pédagogie, une méthodologie, en fait, d'apprentissage, mais que parfois, dans les difficultés mathématiques, c'est au-delà de ça. OK. On a certains enfants qui ne vont pas avoir, par exemple, cette fameuse estimation, qui ne sont pas capables d'avoir accès à la quantité du nombre. Et tu auras beau mettre des stratégies en place et de la méthodologie, en fait, ça ne sera pas suffisant pour ces enfants-là. Donc j'ai l'impression que quand il y a un trouble un peu plus important, en tout cas un vrai trouble, il faut aller voir, pour moi, un thérapeute. Et notamment aussi quand il y a des troubles moteurs. Je ne sais pas si les orthopédagogues travaillent vraiment la motricité. Non, on est d'accord. Non. Donc voilà, pour le coup, quand il y a des troubles moteurs qui impactent les mathématiques, je pense qu'aller voir un ergothérapeute, c'est quand même la base, pour le coup. OK. Pour spécifier, dans le fond, ça serait si l'enfant a de la difficulté physiquement, par exemple, à manipuler son compas et sa règle, ça va être difficile de progresser avec les mathématiques. Donc ça serait un exemple où Oui, et puis par exemple, à faire ce qu'on appelle les dissociations digitales. Donc par exemple, s'il n'est pas capable de faire 3 avec ses doigts parce qu'il a vraiment du mal en motricité fine, je pense que là, c'est bien d'aller voir un ergothérapeute. Et puis s'il y a des troubles aussi de la perception spatiale, donc je disais que par exemple, nous, on n'était pas formés en tant qu'ergothérapeute au langage, mais à l'inverse, les orthophonistes ne sont pas forcément formés non plus à tout ce qui est troubles neurovisuels. Et les troubles neurovisuels ont un énorme impact en maths. Mais oui, parce qu'il faut compter avec les yeux, il faut être précis avec nos mouvements des yeux. Tout à fait. Mais ça en revient à l'analyse de l'activité, l'analyse de la difficulté. Donc, situation de handicap dans les apprentissages scolaires, dont les mathématiques. Et là, les gens peuvent porter des hypothèses. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui fait que l'enfant a une difficulté? Et parfois, dans certaines capacités, motrices, neurovisuelles, conceptuelles, langage autre, exécutive, là, il pourrait y avoir différents professionnels qui pourraient être habilités à travailler avec l'enfant. Selon la cause, en effet, il ne faudra pas aller voir les mêmes personnes. Mais si vous êtes un parent qui nous écoute, je pense que c'est important aussi de vous faire confiance. C'est que si vous avez l'impression qu'en effet, votre enfant a des difficultés en mathématiques, déjà en parler à l'enseignant, voir s'il corrobore vos faits. Parce qu'en fait, souvent, l'enseignant ne va pas en parler spontanément aux parents. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en France. Et puis quand le parent vient lui dire « j'ai remarqué que mon enfant, il n'arrive pas à compter », l'enseignant va dire « ah oui, j'ai aussi noté qu'il y avait des difficultés en maths ». Et n'attendez pas qu'il ait 8-9 ans et qu'on arrive aux fractions multiplication. Venez voir quelqu'un avant. Plutôt. Dès 5-6 ans, si vous pouvez aller consulter un professionnel parce que vous avez un doute, faites-le. Au pire, le professionnel vous dira « non, tout va bien ». C'est la seule chose que vous risquez. Oui, au pire, on se fait rassurer. Et donc, c'est pas mal, finalement. Tout simplement, oui. Puis, je vais ajouter dans les troubles du neurodéveloppement, comme tu as dit, par exemple, les élèves autistes ont souvent une façon différente d'aborder le monde, leur perception des choses, la globalité versus les détails et le langage aussi, la sémantique des mots, sans être un trouble de langage, la façon dont ils associent les concepts aux choses, aux objets, parfois, c'est différent. Et si l'élève est autiste, d'avoir un professionnel, par exemple, un ergothérapeute qui est formé du côté de l'autisme et de l'académique, qui était ce que moi, je faisais, qui va, dans le fond, l'enfant n'a pas moins de potentiel en mathématiques ou en français.
C'est juste que les méthodes d'enseignement ne lui sont pas aussi favorables à son mode de traitement de l'information. Alors, on Ouais. Et les traduit un peu ou mathématiques on et refait. l'autisme, c'est Ouais, vraiment une spécificité, hein. ouais, Ils ont vraiment une exactement. manière particulière, hein, de traiter les maths. Ouais, Et c'est pas parce qu'un enfant autiste compte très loin, parce que ça j'en ai eu où les parents me ouais, disent mais si il compte ouais, très très loin, il compte jusqu'à 100, il adore les maths, mais qu'en fait il ne sait pas dénombrer par exemple parce ouais, que le trouble moteur l'empêche de ouais. dénombrer une quantité. Il peut compter mais il peut pas dénombrer, donc forcément dans le quotidien finalement de compter jusqu'à Mm. 100 ça a peu de valeur. Et avec ces jeunes-là, c'est là aussi qu'on va voir beaucoup de hétérogénéité dans les compétences, donc très fort en géométrie, par exemple, très faible en numération ou autre, là. Ouais, tout à Donc, fait. il y a quelque chose à mieux comprendre, autre que de penser que l'enfant est juste meilleur dans un domaine et moins dans l'autre. C'est parce qu'il y a des façons où il peut apprendre différemment. Et il risque d'avoir le même potentiel dans tous les domaines avec l'intervention. Et notamment, Mm. j'ai un Mm. exemple, si tu veux, pour l'autisme. Donc, on avait vraiment dû travailler longtemps là-dessus. C'est donc Ouais. un jeune qui avait quand même plutôt un bon potentiel, mais en fait, l'arrondi, c'était impossible pour lui. Parce que Oui. arrondir un nombre, Oui. bah, c'était plus le même nombre. Oui. Et voilà, typiquement, c'était un TSA, et voilà, on a fini par y arriver, mais ça a été compliqué. Moi aussi, j'en ai un exemple mignon dans un problème de mathématiques où je me souviens plus du contexte exactement, mais il y avait un magasin, il y avait des choses à vendre. Et la question dans le problème à résoudre, c'était, bon, il y a des clients qui viennent acheter certaines choses, combien il en reste à vendre dans le magasin? Et l'enfant disait, ben ma maison est à vendre. Et il n'y a pas de maison à vendre. Ce concept-là de à vendre était très associé à l'immobilier À sa pour maison. lui, justement. Et l'idée était tout simplement de l'aider à avoir de la flexibilité en lien avec la façon d'utiliser le langage pour décrire les choses. Alors ça, c'est très typique de ce qu'on retrouve dans l'autisme, mais c'est pas intuitif pour un intervenant, je pense, de penser que le problème peut venir de là. Et là, on répéterait, ben non, ben il en reste combien en vendre? Combien en reste? Combien en reste? Voyons, il faut comprendre, mais il faut penser à poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi à vendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi magasin? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, ça peut arriver que c'est dans la notion du langage. C'est parce que là, ça fait plus de sens, le problème. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais d'où l'importance du langage et de consulter aussi quand il y a des troubles du langage. Exactement. Le professionnel. Capucine, à part d'aller se procurer ton livre, as-tu d'autres conseils que tu pourrais partager pour les parents ou les intervenants qui nous écoutent sur les maths? Je pense qu'on peut faire des jeux de société avec ses enfants. Dans mon livre, Bonne vous en idée. trouvez aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une liste de parages OK. des jeux de société qui sollicitent les maths. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose de chouette à faire avec vos enfants. Tellement. Faut pas hésiter de partir de l'intérêt de votre enfant. Si votre enfant, il adore les petites voitures, on va aller compter les voitures, on va savoir combien il y a de voitures rouges plus les voitures bleues. Enfin, voilà, vraiment partir toujours de l'intérêt de l'enfant. Absolument. Je pense que ça, c'est important. Et sur les mathématiques, je pense qu'il est aussi important de se former ou de s'informer. Si on veut aider son enfant, de comprendre en fait ce que c'est les mathématiques, puisqu'il y a quand même cette face un peu invisible de l'iceberg, et que je pense qu'en maths, on pourrait faire quelques petites bêtises, notamment on pourrait vite être tenté, mais si, enfin, 5 et 5, ça fait 10, écoute, c'est comme ça. Et voilà, et quand on dit ça, il n'y a pas forcément de sens en fait derrière ce que c'est. Donc voilà, se former et s'informer, puisque on en avait parlé, mais donc on sait que les parents qui sont formés ou informés sont aussi efficaces en fait que les professionnels. Donc ça, c'est quand même une sacrée force. Mais moi, j'ai été surprise, agréablement surprise de trouver beaucoup de théories dans le livre. Les idées d'activité sont géniales, mais justement, ça nous permet de comprendre mieux qu'est-ce que sont les mathématiques et qu'est-ce que ça prend pour être fort en maths. J'ai essayé de mettre un petit peu de théorie, puis parce que les études le montrent, que les parents qui cuisinent avec leurs enfants rendent leurs enfants meilleurs en maths, que les parents qui font des jeux de société, pareil, et que voilà, encore une fois, que les parents qui sont formés et qui savent ce que c'est les mathématiques aident vraiment leurs enfants en fait à réaliser des maths au quotidien, une fois qu'ils ont compris ce que c'était. Bon point. Un mot de la fin? Le mot de la fin, par les maths.
Et les maths sont partout, donc finalement, on n'a pas besoin de matériel, on n'a rien besoin d'acheter pour faire des maths, on a tout chez soi. Et les maths, voilà, c'est partout, c'est du quotidien, et donc c'est de l'ergothérapie. Super. Bon, mais ça conclut bien. Un gros merci, Caputine, d'être venue nous présenter ton livre et toutes ces informations-là sur les mathématiques. Ça a été fantastique de discuter avec toi. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez le goût de continuer à parler mathématiques, rendez-vous dans l'épisode 31 avec Eugénie Petitgros-Lédier. Bougez pour apprendre. Bye bye, Capucine. Merci, bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!